Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois, aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode, ce premier épisode de cette fameuse saison 3 là, on vous lance ça en force. On vous l'avait moussé, là, je l'ai dit depuis à peu près 5 épisodes, mais qu'on avait quelques petites innovations là, qu'on voulait mettre en place pour, encore une fois, écouter un peu les commentaires que vous mentionniez, également les commentaires de nos amis qui écoutent fidèlement le podcast et on les remercie. Pour encore une fois amener un peu de renouveau. Là, on l'avait fait au début de la saison 2, vous vous en souviendrez, avec le fameux l'instant économie là, qu'on avait ajouté en tant que segment. On va maintenir un peu cette même logique-là pour le début de la saison 3 avec un autre ajout. Donc, premier ajout qu'on vous fait, c'est effectivement un nouveau segment. Donc, on rajoute un quatrième segment potentiel là, qu'on pourrait vous faire, dépendamment d'encore une fois vos intérêts et également les sujets d'actualité. Donc, après le fameux dans vos poches, là, au son de la cloche et l'instant économie, on rajoute le place au débat qui va être vous allez voir un segment où on va de manière le plus possible, là, encore une fois, là, avec des opinions des deux côtés de chaque sujet, mais parler un petit peu plus de politique et surtout de l'impact des décisions politiques sur l'aspect économique et l'aspect financier. Donc, vraiment parler, on va peut-être s'intéresser là. Par exemple, aujourd'hui, vous allez voir un sujet très axé sur le Québec. On va parler de certains régimes, par exemple. On va parler également un des bons sujets qu'on va vouloir faire pour être la Chine, par exemple, et parler, encore une fois, des points pour et des points contre du régime en termes de développement économique. Donc, il y a des aspects que je trouve qui étaient quand même intrinsèquement liés avec l'économie, avec la finance, qui sont la trame centrale, encore une fois, du podcast. Donc, on veut maintenir ça, mais on veut élargir un petit peu et on sait qu'on a aussi plusieurs auditeurs en France là, qui sont de grands fans de la politique. Je sais que c'est aussi un sujet qui est d'actualité en France, mais qui est aussi quelque chose qui est parlé à l'année. Donc, on veut aussi satisfaire là, votre côté en ouvrant un petit peu nos horizons sur des sujets un peu plus politiques. Et Gab est un grand fan d'ailleurs, donc ça va être intéressant d'échanger avec Gab et aussi d'échanger avec des amis et de nos fameux collaborateurs lorsqu'on le pourra sur des sujets à l'avenir. Donc, ça, c'est le premier nouvel aspect, donc un nouveau segment, mais aussi, vous allez voir, on est en attente du retour, là, mais on va avoir officiellement le fameux jingle de début d'épisode. Donc, on va commencer un peu la structure d'un podcast formel. Donc, on va avoir un jingle spécifique pour l'état financier qui est en préparation. Donc, on devrait le recevoir, je crois, dans les prochains jours. Là, ça va être normalement vous allez l'entendre là, dans le deuxième épisode de la saison 3. Donc, portez bien attention, ça va être au tout début. Là. Donc, on fignole le tout là, pour être sûr que ce soit à notre goût et encore une fois là, que vous allez pouvoir l'apprécier. Donc, le podcast État financier se transforme. Donc, comme on l'a dit, nouveau segment et un jingle officiel là, pour rapprocher tout le monde et pour, encore une fois, mettre un peu plus une structure d'un podcast conventionnel. Ouais, et puis je dois t'avouer, JP, oubliez pas évidemment tu sais, on va faire ce nouveau, comment dire, segment qui s'appelle Place au débat. Il n'a pas pour but évidemment, tu sais, d'être parfaitement exhaustif ou parfaitement, comment dire, tu sais, parfaitement t'es dans un camp là. Le but c'est de discuter justement, de partager nos opinions. Puis ça va rester toujours sur un ton très courtois là, comme on l'est, tu sais, dans la vie de tous les jours. Surtout que le sujet dont on va parler, et ça, je vais faire un peu de teasing, parce que ça sera plutôt en deuxième partie. Euh, Encore une fois, ça va être des sujets qui peuvent être clivants, mais évidemment, le but est de rester courtois toujours, et que ce soit dans le débat, par exemple, si jamais vous débattez dans les commentaires, etc. Le but, encore une fois, c'est pas de s'insulter, hein, tu sais, c'est vraiment de discuter, puis de partager certains points, parce que on n'est jamais tout blanc ou jamais tout noir, là. Le but, c'est d'être gris dans la vie, là. Exactement. Donc c'était les nouveautés. Encore une fois, là, on ne change pas la mentalité de dire qu'on aime amener des nouveautés au début des nouvelles saisons. Donc, encore une fois, on se lance dans un nouveau 26 épisodes là, pour la saison 3 qui va nous amener vers la fin de l'année 2021. Par contre, comme toujours, si vous avez là, des idées ou des suggestions, on ne fait pas des innovations juste au début. Là. On va être appelé encore une fois à faire évoluer le podcast là, au fur et à mesure. Bien évidemment, si jamais vous avez encore une fois des suggestions, n'hésitez pas à nous les fournir. Donc, pour amorcer notre épisode d'aujourd'hui, là, qui va inclure un bon vieux au son de la cloche et le premier place au débat, je vais peut-être te laisser, Gab, faire le petit disclaimer de début d'épisode. On n'oubliera pas, évidemment, on garde les mêmes habitudes que, évidemment, ce qu'on parle dans le podcast s'agit bien évidemment de notre opinion personnelle et on ne donne jamais de recommandations officielles de placement ou quoi que ce soit. On vous invite toujours à prendre contact si vous avez des questions très précises sur votre profil, à prendre contact avec un expert. Lui seul aussi aura la possibilité et le droit aussi légal de pouvoir le faire aussi. Voilà. Exactement. Donc, commençons cette nouvelle saison en force, le premier segment, au son de la cloche. Parfait. Donc, le sujet qu'on veut vous faire, vous allez voir, on l'avait fait dans notre axe là,
l'Afrique terre d'opportunité là, pour l'instant économie. On veut faire un premier épisode, si on peut dire un premier sujet là, qui va concerner la fameuse transition énergétique. C'est un sujet, encore une fois, qu'on a essayé de s'informer davantage. Encore une fois, là, comme Gab, on l'avait présenté, là, on a des profils beaucoup plus financiers et économiques. Donc, c'est sûr qu'il y a un aspect très financier et économique dans la transition énergétique, mais on voulait être sûr de pouvoir, encore une fois, couvrir un peu plus large que l'horizon, encore une fois, de notre expertise. Et c'est d'ailleurs, peut-être que si mon ami nous écoute, là, c'est un sujet que j'ai parlé avec un ami il y a ça quelques jours seulement, là, qui m'avait mentionné qu'il trouvait que ce serait intéressant qu'on en parle ou qu'on en fasse un petit topo là, dans des épisodes du podcast. Donc voici. L'idée, en fait, est de vous parler dans ce premier segment-là là, de la transition énergétique, de parler le pétrole versus l'énergie solaire. C'est assez simple. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça? Là? Ça découle de quelques points d'actualité que vous avez peut-être vus. Encore une fois, c'est passé très vite, là, mais personnellement, moi, ça m'a amené à cette réflexion-là lorsque j'ai vu le fameux, le nouveau cas là, de désastre environnemental qui s'est produit dans le golfe du Mexique. Là, vous avez peut-être vu les images, je crois que je les avais partagées d'ailleurs, Gab, là, où il y avait une espèce de puits de l'enfer là, en plein milieu du golfe du Mexique. Là, pour être exact, là, il y a eu la rupture d'une conduite de gaz sous-marine là, à proximité d'une plateforme pétrolière de la compagnie d'État mexicaine Pemex. Et littéralement, là, si vous n'avez pas vu les images, allez sur Twitter ou allez sur n'importe quelle plateforme de vidéo pour voir. Là. Mais c'était littéralement un cercle rempli de feu, comme si l'eau était en feu. Encore une fois, c'est bien évidemment le contenu du pipeline là, qui causait cet incendie-là. C'était pas l'eau, encore une fois, forcément, bien évidemment. Mais encore une fois, c'était quand même assez drastique de nous rappeler, comme toujours, que les installations pétrolières qui sont, par exemple, au niveau du golfe du Mexique, sont quelque chose qui est très risqué, qui est très coûteux. Donc, ça m'a amené à dire, OK, parfait, c'est peut-être intéressant de parler. Là, on est rendu désespéré au point d'être en train de creuser à des milliers et des milliers et des milliers de mètres sous l'océan pour essayer d'aller obtenir encore une fois le bon vieux pétrole. Pourquoi ne pas parler de la transition énergétique du pétrole vers l'énergie solaire? Et ce qui m'a aussi amené ça, c'est le fameux discours d'Elon Musk lors du sommet là, du pétrole et du gaz en Norvège en 2014. Je ne sais pas pourquoi, comme toujours, YouTube nous recommande un paquet de bonnes choses. Et YouTube me recommandait ça cette semaine, donc j'ai réécouté ça. Et c'était super intéressant de voir Elon Musk était en fait devant. Au tout début de 2014, Tesla n'était pas encore ce qu'on connaît aujourd'hui, bien évidemment. Là. Et Musk était devant une foule qui était assez pro-pétrole, bien évidemment. Là, c'était la commission du pétrole et du gaz en Norvège. Et il avait dit, effectivement, il avait mentionné officiellement qu'il fallait vraiment, encore une fois, comme on le sait, ne pas se questionner sur quand est-ce que ça allait être la fin du pétrole, mais réellement à quel moment et comment est-ce qu'on pouvait transiter. Et c'est ce que j'ai trouvé vraiment super intéressant, c'est qu'il a dit c'est pas tant les réserves qui vont manquer, mais vraiment la volonté des géants de ce monde au niveau des compagnies pétrolières d'investir autant d'argent pour continuer à aller creuser des puits dans les milieux des océans ou des golfs, de continuer à installer de traiter du gaz de schiste ou au Canada, des sables bitumineux qui sont hyper coûteux, qui sont vraiment rendus au point où on essaie de trouver des réserves qui sont, encore une fois, pas toujours rentables, dépendamment du cours du pétrole. Donc, c'est un peu la trame centrale qui m'a amené à soulever le sujet, là, de dire on s'en rend compte qu'on est un petit peu désespéré. Les compagnies pétrolières continuent à investir beaucoup d'argent dans des installations et dans l'exploitation et l'extraction qui est de plus en plus chère. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas cet argent-là ou ces compagnies-là ne mettraient pas cet argent-là sur une réserve renouvelable qui, oui, a des investissements, mais pourquoi pas tourner vers le solaire alors qu'au final, ça pourrait être beaucoup plus rentable pour les années et les années à venir. Donc, je vais te laisser peut-être, Gab, parler un peu là, du concept, là, entre autres, de l'OPEP, qui est vraiment le groupe de pays qu'on veut vraiment centraliser aujourd'hui, qui sont, vous allez le voir là, par la liste que Gab va vous nommer, des pays qui sont dans des lieux pour lesquels la capacité solaire est la plus élevée au monde, mais qui sont aussi des grandes puissances du pétrole. Donc, ils ont les deux côtés. Ils ont du pétrole, mais ils ont aussi du solaire qui est abondant. Je trouve ça intéressant, JP, que tu aies parlé effectivement de cet incident qu'on a vécu ces derniers jours avec le fameux œil de feu là, qui est au Mexique, parce qu'on n'est quand même pas très loin t'as dû te souvenir, il y a quelques années maintenant, je crois que c'était en 2010 que s'était passé le fameux Deepwater Horizon là, avec l'explosion de la plateforme pétrolière BP là, dans le golfe du Mexique qui avait fait non seulement, je crois, une dizaine de morts aussi pour les employés qui étaient sur place, mais aussi des millions de, comment dire, de litres de pétrole qui avaient été déversés dans la nature, faisant une catastrophe écologique sans précédent. Hein. Donc, évidemment, c'est des contraintes. Évidemment, aujourd'hui, on a beaucoup plus conscience en tant que consommateur, et c'est vrai que l'électrification des transports et le but suprême, c'est ça, ce serait évidemment d'éviter ces désastres écologiques qui peuvent y avoir.
On a connu aussi en Bretagne, encore une fois, vous le savez, chers auditeurs, hein, je suis originaire de Nantes en France. On a connu évidemment la catastrophe de l'Erika en 99 qui avait été un désastre écologique sans précédent en Bretagne. Euh, et je dois t'avouer qu'aujourd'hui, bah oui, on entend quand même, on entend beaucoup parler de transition énergétique, mais ça n'empêche pas évidemment l'OPEP, donc qui est l'organisation des pays exportateurs de pétrole, de continuer à toujours investir évidemment dans ces énergies fossiles, qui évidemment sont encore une fois, bien nécessaires malheureusement euh, dans le monde dont on vit, dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, l'OPEP, pour faire simple, et ça, je vais te le décrire très sommairement, JP, encore une fois, je suis loin d'être spécialiste dans ce sujet-là. L'OPEP, c'est en fait tout simplement un cartel. Alors, un cartel, vous allez penser un peu en premier lieu, tu Mhm. sais, au cartel de la drogue, évidemment, tu sais, le cartel de Medellín, de Cali, de Sinaloa. Le concept est un peu le même. C'est la mise en ressources, en fait, de plusieurs personnes afin de contrôler, si tu veux, la production d'une ressource. Donc, c'est ça la définition d'un cartel. Et souvent, le but, c'est de contrôler les prix. Et souvent, les cartels sont nés, donc, comme les cartels de la drogue d'ailleurs, ils permettent évidemment de conserver un espèce de quasi-monopole, si tu veux, et de contrôler les prix selon la demande, évidemment, et l'offre mondiale. Donc, comme tu contrôles l'offre, évidemment, d'un bien qui est essentiel, c'est sûr que ton influence est assez importante. Alors, parmi les pays de l'OPEP, tu m'avais sorti une petite liste, JP, l'Algérie, évidemment, qui est le plus grand exportateur de pétrole et de gaz d'Afrique du Nord, avec la Libye, évidemment, qui est un énorme producteur qui quasiment 90% de son PIB, l'Angola aussi, donc ça c'est en Afrique, le Gabon, le Congo aussi. C'est beaucoup des ressources offshore en ressources, évidemment, pour ces pays-là, donc surtout pour les pays du Golfe de Guinée, qui sont, pour le coup, c'est beaucoup du pétrole en offshore. Il y a aussi le Nigeria aussi. Au niveau de l'Amérique du Sud, vous connaissez évidemment le Venezuela, qui est un peu l'exemple d'une pétro-république, si tu veux, Mhm. qui a vécu pendant des grandes années, enfin, durant la période d'Hugo Chavez, évidemment, avec des prix du pétrole beaucoup plus intéressants. Vous connaissez bien sûr, évidemment, la situation aujourd'hui. Au niveau, évidemment, du continent, on va dire, arabe et le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Irak, l'Iran et le Koweït. Tu vois, tu as quand même une dizaine de pays, si tu veux, et ces derniers, évidemment, sont très importants parce qu'ils contrôlent, évidemment, la plupart de la production mondiale de pétrole. Il y a très peu de producteurs, en fait, de pétrole autres que, comment dire, que ces derniers-là. Je pourrais quand même nommer quand même les États-Unis et le Mexique qui, je pense, volontairement n'en font pas partie, étant donné ils essayent d'avoir leur propre comment dire, auto-production, on va dire ça comme ça. Les États-Unis sont désormais quasiment autodépendants, si tu veux, de leur propre production locale, avec évidemment le pétrole de schiste qui a fait beaucoup parler qui a fait beaucoup parler et fait couler beaucoup d'encre, on va dire ça comme ça. Exact. Mais tu sais, comme tu l'as dit, ils sont très peu exportateurs, là. Ils sont vraiment là pour combler, encore une fois, la majeure partie de leurs besoins nationaux en pétrole. Puis tu vois, c'est un peu justement la trame conventionnelle avec ton explication de l'OPEP, c'est exactement ça. Tu sais, c'est des pays qui, forcément, par leur situation géographique sur l'ensemble des continents, sont dans des secteurs où il fait à peu près beau à l'année, où il fait soleil la majorité du temps. Tu sais, on parle des pays, justement, l'Arabie Saoudite, par exemple, et les Émirats Arabes Unis, là. C'est presque dans le désert où c'est construit. Les villes sont encore une fois très vertes et tout. Encore une fois, c'est très bien développé, mais en tant que tel, à quelques kilomètres des grandes villes, tu te retrouves avec des zones énormes où tu pourrais installer des panneaux solaires, mais à la place, c'est des installations pétrolières qui sont installées. Donc, c'est un peu là le grand débat et c'est quelque chose, encore une fois, Gab, tu pourras faire du poids là-dessus également, là. Mais tout est fonction de ce qui se passe avec le prix du baril. Encore une fois, il y a le Brent là, et le WTI qui sont les deux prix de référence qu'on va souvent se fier au niveau du pétrole sur les marchés. Et vous avez probablement vu dans les dernières semaines, encore une fois, autant le prix à la pompe, par exemple, est en hausse assez drastique, nous on le remarque très bien au Québec, mais ça va aussi de main mise avec le fait que les prix du baril sur les marchés sont clairement, encore une fois, à la hausse, sont même de retour à des niveaux historiques là, il y a de cela à peu près 2 ans et demi. Donc, il y a eu une grande chute. On en parlait justement au tout début du podcast l'année passée, les valeurs au niveau du prix du pétrole étaient clairement plus basses qu'on s'attendrait à ce qu'elles le soient, par exemple. Mais c'est de retour à la normale. Et c'est là où toute la légitimité de cette transition énergétique-là, pardon, pose problème. Parce que pour vous faire ça simple, lorsque le prix du baril va être bas, des installations offshore, les sables bitumineux, le gaz de schiste sont des technologies d'extraction et d'exploitation pétrolière qui sont beaucoup trop coûteuses pour la rentabilité du prix du baril. Et donc, les compagnies pétrolières
perdent, entre guillemets, beaucoup d'argent à ne pas avoir uniquement les bonnes vieilles installations dans les puits là, sur le sol, comme on voit souvent en Arabie Saoudite avec l'espèce de machine là, qui tourne et qui tourne et qui tourne. Ça, c'est la partie la moins coûteuse, mais dès qu'on veut maintenant se rendre avec l'exploitation on est rendu tellement loin dans les réserves qu'on se retrouve avec des installations qui sont, encore une fois, rentables uniquement avec un certain prix du baril. Présentement, le prix du baril est revenu à un point où, pour les grandes compagnies pétrolières, c'est rentable d'exploiter les installations offshore, etc. Mais ce ne l'est pas toujours. Et c'est là le fameux débat de dire ben, pourquoi est-ce que quand le prix est à la hausse ou à la baisse, pourquoi est-ce que les actions ne sont pas prises en conséquence et non pas juste on met ça sur hold. Si le prix est trop bas, on ferme un peu, on limite nos installations pétrolières, on limite les gaz de schiste, on limite l'exploitation des sables bitumineux parce que c'est pas rentable. Et quand ça remonte, on recommence à plein régime, mais sans réellement penser à demain, à qu'est-ce qui va arriver, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas un peu de mentalité sur le fait d'égaliser ces exploitations-là. On va en parler tantôt de Saudi Aramco. Et Saudi Aramco est un très bon exemple, une énorme capitalisation, je crois la troisième ou la quatrième compagnie en importance sur l'échiquier mondial au niveau des compagnies listées. Et Saudi Aramco a, encore une fois, une industrie qui est basée uniquement sur le pétrole. Et plutôt que d'essayer de niveler leur production énergétique, que ce soit dans du renouvelable comme du solaire et du pétrole, lorsque ça va bien et que ça va mal, dépendamment du cours du pétrole, ben, ils ne font que vivre et perdre avec le prix du pétrole. Donc, quand le prix est bas, ben, ils n'ont pas l'énergie solaire ou de l'énergie renouvelable, par exemple, pour venir compenser le fait qu'ils font moins d'argent au niveau du pétrole. Donc, d'une certaine manière, c'est ce qui est passionnant et c'est encore une fois ce qu'on veut pousser un peu plus dans ce segment-ci du podcast. C'est pourquoi est-ce que financièrement, c'est favorable et ces compagnies-là sont des compagnies qui sont listées, qui ont des actionnaires, qui ont des intérêts financiers à rester actives et à rester performantes pour des dizaines et des dizaines et des centaines d'années à venir, ne pensent pas, encore une fois, à essayer de niveler leur production, peu importe la situation du prix du pétrole. Pourquoi c'est le fameux do or die avec le prix du pétrole, peu importe ce qui se passe? C'est ce qui m'a vraiment passionné. Et je ne sais pas si Gab, justement, là, tu veux faire un petit topo, là, encore une fois, sur la partie de Aramco, encore une fois, les géants, là, justement, qu'on a nommés, il y a Total également qu'on pourrait mentionner, là, mais les grandes compagnies qui, encore une fois, maintiennent, avec une logique, encore une fois, on l'a mis en thématique point positif, point négatif, là, mais maintiennent, encore une fois, des investissements dans le pétrole presque uniquement. On l'a quand même dit et on l'a mentionné, là, on va être le plus ouvert possible. Donc, on a mis les points. Pourquoi et pourquoi pas est-ce qu'ils décident de juste investir sur le pétrole, investir sur le pétrole, investir sur le pétrole? Bah, la raison est très simple, c'est que malheureusement, encore une fois, dans le monde, si tu veux, la demande, si tu veux, d'essence ne cesse d'augmenter, hein, nécessairement. Puis par essence, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, on parle de tout. Là, on parle Mhm. évidemment d'essence, évidemment, pour les voitures, mais aussi du kérosène, par exemple du goudron, parce que le bitume aussi, ça fait partie de la chaîne de production du pétrole, parce que quand il est raffiné, le pétrole, on se souvient, il est ce qu'on appelle distillé dans une colonne, une espèce de grosse, en gros, dans une espèce comme un peu comme un espèce de grand bêcher, en fait, immense, qui permet effectivement de séparer, en fait, la composition du pétrole en des liquides plus ou moins lourds. Donc, souvent, les plus lourds, évidemment, c'est les bitumes. Les moyennement lourds, évidemment, c'est comment dire, c'est tout ce qui est, par exemple, à mon souvenir, c'est le kérosène, par exemple, qui est très légèrement plus lourd que comment dire, que le pétrole que nous on utilise, qui est du pétrole léger. Donc là, pour le coup, qui sert, par exemple, pour de l'essence ou par exemple, qui peut être raffiné pour mélanger pour faire du gasoil. Tout ça fait partie de la même chaîne de production et je dois avouer que la demande de pétrole ne cesse d'augmenter dans le monde. Tu sais, on entend parler que de plus en plus et que le parc automobile, par exemple chinois, ne cesse d'augmenter, le parc automobile nord-américain aussi ne cesse d'augmenter et ce malgré que, si tu veux, le paradigme de la voiture commence progressivement, si tu veux, à se transformer petit à petit. Je pense que les gens ultra-urbains commencent à comprendre qu'évidemment, peut-être la voiture n'est peut-être pas le meilleur, tu sais, c'est pas un achat essentiel, tu vois. Et c'est vrai que c'est toute l'ironie de cette situation-là, c'est qu'on parle de plus en plus dans le monde et évidemment de réchauffement climatique, de transition énergétique. Et je trouve ça c'est pour ça que je trouvais le sujet hyper ultra intéressant. Euh, mais de l'autre côté, ça continue de produire. Pour te faire et je trouvais ça intéressant que tu reviennes un peu sur la situation, évidemment, qu'on a vécue en 2020, qui pour le coup est assez exceptionnelle. Sûr que vous avez peut-être suivi en 2020, et puis on en avait parlé dans les premiers épisodes. Alors, ça date d'un bout là, dans le podcast où on avait quasiment des prix négatifs, si tu veux, sur le pétrole. On avait en tout cas l'indice WTI qui s'appelle le Texas Intermediate. Donc
c'est un baril de référence américain, puis le Brent, c'est son équivalent à Londres. C'est très similaire, c'est du pétrole léger. Ben, celui-ci, tu vois, on avait des cours, si tu veux, où justement les cours étaient négatifs en fait pour justement parce qu'on manquait de stockage tellement il y avait eu peu de consommation de pétrole. Il faut avouer que le monde était à l'arrêt et si tu veux, on n'avait pas encore de perspective d'avenir sur la production dans la chaîne de production. On était un peu, comment dire, désemparé avec la crise du Covid. Là, c'est sûr que la situation commence à remonter. On entend parler beaucoup ces dernières semaines d'inflation. C'est vraiment l'enjeu central, je dirais, des marchés financiers. Et là, ces derniers jours, c'est vrai que le cours du pétrole ne cesse d'augmenter, si tu veux. On a dépassé le point avant Covid, qui était aux alentours des 62, je crois, 63 dollars. On était aujourd'hui, par exemple, j'ai regardé les cours avant l'épisode, on était aux alentours des 70 dollars américains, encore une fois. Donc, tu vois que, je veux dire que ça y est, on commence à revenir dans une phase où, si tu veux, on va redevenir dans une phase de croissance où on a besoin pour l'industrie lourde, évidemment, de pétrole, etc., pour la consommation aussi des ménages. Cet impact-là, il se voit directement à la pompe, hein, tu vois. J'ai le souvenir, on s'en parlait, tu vois, il n'y a même pas un peu plus d'un an désormais, avant qu'on ait commencé le podcast en mars-avril, je me souviens que quand je mettais de l'essence, c'était dans ma voiture. On a la chance au Québec et au Canada plus généralement, comme on est un pays producteur de pétrole, d'avoir des prix quand même relativement abordables pour l'essence. Et tu vois, mon litre d'essence me coûtait à peu près 55 cents, si tu veux, pendant la crise du Covid. Et là, ces derniers jours, il est revenu à peu près à 1,35 à 1,40, tu vois, le litre. Donc, les prix ont quasiment triplé. Il faut avouer qu'ils étaient ils étaient vraiment au plus bas depuis des années et des années durant cette crise-là. Alors, c'est tout le paradigme, je te dirais, de la situation qu'on a vécue ces derniers temps. Et c'est vrai que la question, si tu veux, de la transition énergétique se pose toujours, là, évidemment, avec ces positions de géants, comme par exemple Aramco, qui est, rappelons-le, c'est la deuxième capitalisation boursière au monde. Là, donc, c'est pas de n'importe quoi, là. Exact. Et puis, tu sais, c'est ça, tu sais, les points, comme on a dit, tu l'as bien mentionné, tu sais, les points positifs. Pourquoi est-ce que, encore une fois, faut faire l'avocat du diable, pourquoi est-ce qu'ils continuent à investir autant dans le pétrole? C'est, encore une fois, que la majorité des réserves mondiales ont déjà des installations. Donc, on parle, encore une fois, d'économie d'échelle, par exemple. Donc, un fameux concept là, très, très connu au niveau de l'économie là, qui fait en sorte que les investissements initiaux hyper coûteux sont déjà faits. Donc, il reste presque juste les coûts d'opération qu'ils font et la dépréciation. Donc, c'est encore une fois très rentable parce que c'est pas, encore une fois, si complexe, c'est déjà installé. Et tu l'as bien dit également, la demande est persistante. Et encore une fois, bien au-delà de juste le domaine des véhicules, là, Elon Musk le mentionnait lui-même en disant que s'il n'y avait plus de pétrole demain et qu'on ne pouvait pas compenser par une autre ressource qui était similaire, ben, les hôpitaux ne fonctionneraient plus. Parce que si on parle également de biens et de nombreux biens qui sont en fonction, encore une fois, de l'utilisation du pétrole, entre autres pour tout ce qui est plastique, bien évidemment. Donc, c'est un peu le côté positif, le côté cheap and reliable et le côté négatif de continuer à investir dans le pétrole. On l'a mentionné, il y a l'aspect environnemental. Malheureusement, on devient presque un peu. Moi, j'ai trouvé ça fou de voir justement l'événement qui est arrivé dans le Golfe du Mexique dans les derniers jours, que c'était presque pas sur CNN nulle part. J'ai vu ça sur Twitter, mais ça a été mis sous le tapis. On oublie presque que c'est quelque chose qui est réellement majeur. Et encore une fois, l'autre point clé, et qu'on n'a peut-être pas mentionné, c'est le fait que le point négatif d'avoir autant de centralisation dans le pétrole pour l'OPEP, mais ça fait en sorte que sur l'échiquier mondial, l'intérêt politique de ces régions-là sont notoires. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on va porter autant d'attention sur le Moyen-Orient? Par exemple, pourquoi est-ce que les États-Unis portent autant d'attention sur le Moyen-Orient, portent autant d'attention sur ce qui se passe au niveau de la politique du Venezuela? C'est pas juste par un intérêt pour le beau soleil du Venezuela et pour la fin de la cordillère des Andes. C'est encore une fois à cause de l'intérêt stratégique que ce pays-là fait partie de l'OPEP. Donc, ça met beaucoup d'attention dans l'échiquier mondial sur des pays qui, encore une fois, ont comme principale raison le fait qu'ils sont des grands exportateurs et des grands gestionnaires là, dans ce fameux cartel. Là. Donc, encore une fois, il y a du pour, il y a du contre, et c'est un peu ça l'enjeu. Ce que je voulais soulever, et ça, je crois, Gab aussi, tu pourras faire du poids là-dessus, là, c'est l'aspect qu'on a vu. Là, et c'est un point qu'on se parlait en off. Là. On le voit beaucoup dans les dernières semaines, suite au G7 d'ailleurs, là, plusieurs pays qui vont commencer à annoncer là, la fin des véhicules à essence à Mhm. partir de 2035-2040. Bref, on Exact. voit beaucoup d'efforts autant au niveau des pays, mais également des compagnies de montrer que leur empreinte énergétique s'améliore. Et c'est le cas également dans l'industrie des compagnies pétrolières. Plusieurs compagnies pétrolières majeures, on parle de BP, on parle de Royal Dutch Shell, on peut parler de Total, on l'a mentionné, vont commencer à prouver d'une certaine manière qu'ils veulent
faire des efforts dans la transition énergétique en liquidant des sites d'exploitation, des réserves pétrolières qu'ils vont avoir. Et j'ai fait quelques recherches là-dessus et c'était super intéressant. J'ai trouvé des bons articles. Vous pouvez encore une fois aller vous informer et faire de même si jamais vous voulez des faits encore une fois plus concrets. Mais la majorité des transactions qui vont se faire de liquidation, par exemple, de BP là, qui veut se départir là, d'un site d'exploitation pétrolière, mais ce n'est pas pour le fermer. Ils vont le vendre, mais à une autre compagnie. Saudi Aramco est en grande croissance présentement parce qu'ils ont énormément de liquidités. Et qu'est-ce qu'ils font avec cette liquidité-là? C'est qu'ils vont aller acheter, encore une fois, les ventes volontairement faites pour, encore une fois, améliorer l'empreinte énergétique de BP, mais qui, au final, ça fait juste changer de main. Ça reste dans l'industrie, ça reste en exploitation, ça ne change au final absolument rien. C'est de la transition, encore une fois, de champs pétroliers, de champs d'exploitation pétrolière qui se fait. Donc, en réalité, l'industrie fait du surplace, ce qui n'amène au final aucune transition énergétique parce que, OK, oui, BP se retrouve avec moins de pétrole, mais BP ne prend pas le cash qu'ils obtiennent en contrepartie pour l'investir dans du solaire. Puis comme je dis, on met vraiment beaucoup l'accent sur le solaire. Aujourd'hui, on fera d'autres épisodes, encore une fois, pour faire des clashs entre d'autres ressources, une non renouvelable et une renouvelable, bien évidemment. Mais en tant que tel, c'est ce qui est un peu triste, c'est qu'on se retrouve avec, encore une fois, la société commence à oublier le fait que c'est des événements majeurs et des événements qui se multiplient, encore une fois, là, des problèmes ou des accidents pétroliers. Le fait, encore une fois, que la transition ne peut pas se faire uniquement par les pays, ça doit se faire par l'OPEP, ça doit se faire par les compagnies, les géants publics, privés du monde pétrolier qui doivent commencer à prendre la réalisation que pour la pérennité de leur industrie, pour la pérennité de leur compagnie, ils doivent commencer à investir, même si c'est des coûts épouvantables, dans, par exemple, des champs de panneaux solaires, surtout quand leur situation géographique en est très favorable, avec presque du soleil à l'année à chaque jour, là, presque pas de pluie. On s'entend souvent là, dans des pays comme Non. l'Arabie Saoudite, avec des défauts d'une certaine manière, certes, mais c'est des pays qui sont vraiment plus propices que, par exemple, nous, on l'est au Québec, où parfois il peut avoir du soleil pendant à peine 2 mois par année. Donc, ils ont vraiment comme les capitaux, l'expertise et encore une fois, tout ce qui manque, c'est le désir, encore une fois, de dire, mais c'est pas perdant pour eux s'ils prennent le premier pas et qu'ils investissent et que, par exemple, Saudi Aramco, que je nomme souvent, devient leader dans le monde solaire, mais ils vont pas rien perdre en termes de part de marché. Ils vont rester toujours aussi géants au niveau pétrolier, mais ils vont déjà être avant-gardistes au niveau de l'énergie solaire. Donc, c'est d'une certaine manière, quand on est assis dans nos chaises, à nous, encore une fois, en essayant de décortiquer ça et en voulant en parler dans le podcast, on dirait, mais mon Dieu, ça devrait être logique pourtant qu'ils veulent faire ça. Oui, puis tu l'as bien dit, JP, ce qui est assez drôle dans cette, comment dire, dans cette situation aussi. Parce que là, on parle vraiment en plus de géopolitique, hein, parce que ce sont des acteurs tellement puissants, si tu veux, que ça a des impacts évidemment au-delà simplement de leur industrie. Tu sais, c'est évidemment l'OPEP et même Aramco Saudi Aramco en est Mhm. un bon exemple. C'est que c'est un peu le chouchou, évidemment, l'industrie phare, si tu veux, de l'Arabie Saoudite. Donc, c'est sûr qu'il y a cet enjeu de puissance et c'est un peu comme le bâton et la carotte, tu sais, quelque part pour le monde occidental. Puis d'ailleurs, on le voit, d'ailleurs, l'Arabie Saoudite reste évidemment un acteur géopolitique de premier plan, surtout pour les États-Unis, qui c'est l'allié principal, évidemment, des États-Unis. Et c'est vrai que c'est une situation très particulière qui fait que et qui crée, si tu veux, beaucoup cette relation vraiment bâton et carotte, là, tu veux, qui peut être gênante aussi. Euh, un truc que je trouvais assez drôle, et je voulais le mentionner quand même aujourd'hui, mon cher JP, comme tu le sais, en mars dernier, Total d'ailleurs a changé de nom, en fait. Donc, évidemment, la plus grande compagnie pétrolière française, si tu veux, s'est renommée en mars dernier Total Énergie pour Mhm. justement mettre beaucoup plus d'accent sur, par exemple, sur les énergies renouvelables, etc., qui peuvent, pour le coup, vont faire partie de la stratégie Total. On sait que c'est une compagnie qui faut l'avouer, puis plus généralement, les compagnies pétrolières ont assez mauvaise réputation, si tu veux, dans le monde. Bah, c'est peut-être aussi un tournant majeur, hein, pour cette entreprise-là comment dire, qui est très importante aussi pour l'économie française aussi. Et tu vois, l'exemple que tu m'as donné, que tu as donné avec BP aussi, montre effectivement comment dire, justement une prise de conscience évidemment de cette responsabilité qu'ont ces compagnies-là envers peut-être le développement durable, etc. Et c'est vrai que, bon, alors, tu as parlé de l'exemple du solaire, effectivement, en Arabie Saoudite. Il faut avouer en revanche que c'est pas non plus, et là encore une fois, c'est pas le but, encore une fois, de critiquer, là, évidemment, c'est d'être constructif et objectif. Il faut avouer que c'est pas non plus, encore une fois, une énergie qui est parfaite. C'est sûr que Absolument pas. l'énergie solaire, surtout dans les pays avec un taux d'ensoleillement, comment dire,
aussi une durée d'ensoleillement qui est très élevée, ça peut être très rentable. Euh, Souvent, comment dire, on vise beaucoup plus les pays désertiques parce que justement, il y a un ensoleillement qui est très important. Mais la question du stockage de l'énergie pose problème. La question évidemment de la fabrication de manière éthique et propre des panneaux est évidemment très complexe. On sait que le premier producteur mondial de ces panneaux, c'est la Chine. Et c'est la Chine, justement, encore une fois, qui va malheureusement exploiter de manière anéthique, je te dirais, et anti-écologique, justement, c'est les ressources, dont particulièrement les terres rares qui servent à fabriquer les panneaux solaires. Donc, c'est des enjeux qui sont très importants et qu'il faut considérer quand on fait une réflexion de manière générale sur le développement durable. Et ça, c'est un point que souvent qui m'ennuie quand j'en parle aussi à mes amis ou à ma famille. Je déteste en fait le fait de ne penser, de dire par exemple le pétrole c'est mal, etc. Oui, comment dire, il a plein de points négatifs, mais l'alternative autre est aussi problématique, voire pire, si tu veux. Donc il faut vraiment prendre en compte vraiment toute la chaîne, si tu veux, de production, par exemple d'un panneau solaire, puis la question aussi du recyclage aussi, qui est importante. Et qu'est-ce qu'on fait après on a des panneaux solaires, bon, ils n'ont pas une durée de vie éternelle. Je dois être franc avec toi, JP, j'y connais rien. Je crois que ça a une durée de vie quand même de une bonne dizaine d'années quand même pour avoir sa pleine puissance. Mais qu'est-ce qu'on en fait après? Est-ce qu'on, comment dire, on les jette comme on a l'habitude de faire malheureusement pour beaucoup trop de nos déchets? Est-ce qu'on le recycle? Si oui, comment? C'est malheureux, mais bon, on n'a pas encore des réponses très claires, si tu veux. Alors, je trouve l'attitude, si tu veux, des dirigeants au G7 particulièrement inique, je dois t'avouer, parce justement, on dit, alors en 2035, on vendra plus de voitures, véhicules de tourisme à essence, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour en 2035? Parce que ça arrive très vite, hein, on parle de 14 Mhm. ans. Dans 14 ans, comment on va faire pour trouver l'énergie aussi pour stocker, si tu veux, toute cette électricité? Comment on va développer un réseau de routiers avec des bornes de recharge électrique? Comment on va faire? C'est malheureux, mais je pense qu'en 14 ans, on n'aura pas le temps, si tu veux, de développer tout ça. Et je trouve que c'est plus de l'électoralisme, si tu veux, que réellement une vraie réflexion stratégique et politique, si tu veux. Effectivement, ben, d'une certaine manière, il y a cet aspect-là, mais tu sais, l'axe, encore une fois, clé va être de dire, tu sais, un peu comme l'a été, on l'avait mentionné la semaine passée avec la technologie de l'Hyperloop, là, de dire ça prend vraiment un intérêt, encore une fois, Mhm. toujours dans une logique de partenariat public-privé, mais pour arriver dans ce fameux futur 22e siècle. Tu sais. S'il y a bien une énergie qui devrait être évolue à cette époque-là, ça devrait être le pétrole. Donc, c'est sûr que, comme tu as dit, il y a beaucoup de développement et il y a encore beaucoup de réflexions à faire, autant au niveau des gouvernements qu'au niveau des compagnies qui sont les compagnies phares du monde énergétique, pour, encore une fois, travailler main dans la main. Ce qui est un peu triste, et tu l'as bien dit, c'est le côté de dire, euh, faire des belles actions. Tu as mentionné Total qui est un bon exemple. C'est très beau en termes marketing, mais en réalité, est-ce qu'on a vraiment des impacts à être sur de plus en plus d'énergie au niveau total? C'est un point à regarder. Puis l'autre point que tu peux soulever également, c'est juste même au niveau du Canada. Le Canada est énorme au niveau du pétrole avec les sables bitumineux, mais effectivement, on se cache sous un axe un peu environnemental en voulant arrêter en 2035. Mais on parle juste du Québec et on le soulève souvent. Moi, ça me passionne à quel point on a une énergie qui est presque uniquement renouvelable avec les barrages hydroélectriques, mais on a un réseau de bornes de recharge qui est complètement nul. C'est absolument ridicule comment on n'a pas de bornes de recharge disponibles pour des déplacements outre-ville. Et comme vous le savez, le territoire du Québec, on couvre quand même beaucoup. Là. On a des distances épouvantables entre les villes. Mais encore une fois, on n'a pas d'installation alors qu'on devrait être pourtant un prototype parfait. On a de l'énergie renouvelable en plus. Il devrait juste à mettre des bornes, mais encore une fois, le public-privé, c'est compliqué un peu d'installer ça. Et comme tu l'as dit, ça arrive vite, mais ça prend un leadership, encore une fois. Ça prend, encore une fois, dans ma tête, c'est vraiment une combinaison de OK, oui, les gouvernements veulent agir parfait, mais ça prend une prise de conscience des gouvernements sur les actions à poser, d'avoir un time frame réel. Et encore une fois, des pays et surtout des grandes compagnies de l'OPEP, par exemple, des compagnies pétrolières majeures, de dire, ben, OK, nous aussi, on prend une réalisation, puis on s'engage pas seulement avec des belles paroles ou faire des choses pour nos documents, par exemple, trimestriels, avec des belles paroles par-ci par-là, mais vraiment d'être dans du concret pour vraiment faire passer ça, parce que tout le monde y gagne. Encore une fois, c'est ça qui est triste. On dirait que tout le monde agit avec le fait de dire, ben, au final, on y gagne plus si on reste sur le pétrole, mais en réalité, c'est pas le cas. T'sais. On l'a dit, si Total prenait un leadership au niveau de l'énergie solaire ou l'énergie renouvelable, Total prendrait soudainement une position sur l'échiquier mondial pour l'énergie de demain qui Oui. serait
peut-être équivalente à ce que Saudi Ah, Aramco l'est présentement pour le pétrole. Donc, il y a tellement d'opportunités. C'est ce que je trouve vraiment passionnant, puis c'est ce qui me fascine. J'espère que c'est un peu ça également pour nos auditeurs, là. Mais c'est ce qui me fascine dans cette transition énergétique-là, c'est de dire qu'il y a beaucoup de choses à gagner pour tout le monde, à agir en conséquence pour développer, encore une fois, une compréhension de dire que le pétrole ne disparaîtra pas demain. Ça ne va pas être la fin du pétrole et le début du renouvelable, c'est impossible. Mais comment est-ce qu'on peut faire une jonction des deux pour conserver, encore une fois, l'utilisation du pétrole pour ce qui en est essentiel, parce qu'on s'entend, du plastique, ça ne se fait pas avec de l'énergie renouvelable présentement. La majeure partie des besoins qu'on a, et encore une fois, certains sont des besoins vitaux dans les hôpitaux, impliquent du pétrole. Mais comment est-ce que les éléments qui sont peut-être moins requis pourraient être améliorés? Tu l'as dit, le transport est peut-être le premier point qui serait à aborder. Comment est-ce que cette transition-là peut se faire de réduire pour arriver à un juste milieu sans, encore une fois, que le pétrole disparaisse parce que c'est très difficile à faire. Donc, oui. c'est un peu le topo, là. Et c'est vrai que c'est encore assez difficile, effectivement, de penser, si tu veux, à la transition du pétrole vers autre chose pour beaucoup de secteurs. Tu sais, l'aéronautique, évidemment, le transport aérien, évidemment, aujourd'hui, c'est impossible. On parle beaucoup d'initiatives d'avions solaires ou machin, mais concrètement, c'est pas réaliste, hein. Non. Si tu veux, c'est pas une solution qui est fiable, si tu veux, où on peut se dire la voiture électrique commence, si tu veux, progressivement à se frayer son chemin. Surtout, tu es en ville, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes avec notre cher Elon Musk, mais ça commence à se développer. C'est sûr que tu vois, par exemple, et je le dis à chaque fois, moi j'habite juste à côté d'une borne de recharge électrique et je vois pas tous les jours, je vois des voitures différentes. Si tu veux. Ça se développe à un train de vitesse qui est assez intéressant et ça peut être une belle option, si tu veux, pour des gens ultra urbains, pour des gens qui se déplacent en ville pour la ville. La question est de savoir, est-ce que ces gens-là seraient pas mieux plutôt de ne pas avoir de voiture, tu vois. C'est plus, Mhm. c'est ça que je me pose aussi comme question. Puis si tu veux, encore une fois, est-ce que c'est les personnes qui achètent un véhicule électrique sont conscients que, évidemment, cette chaîne de production, déjà, ça a un coût très élevé Absolument. aussi, mais est-ce qu'ils sont conscients qu'une batterie, ça ne se fait pas comme ça? Le recyclage d'une batterie est complexe et voire encore mal maîtrisé d'ailleurs. Alors, je pense que on parle encore une fois de 2035, 2040 pour certains, c'est un peu plus conservateur. Moi, j'y crois pas. Personnellement, je pense qu'on On a beaucoup de progressivement, chemin. On a beaucoup de on- chemin, effectivement, mais c'est une prise de conscience qui est pertinente. Puis encore une fois, comme on l'a dit, c'est ce qui est particulier. Et les personnes qui sont les plus défenseurs de cette transition-là énergétique sont souvent des personnes, des citoyens, des communautés, par exemple, alors qu'en réalité, on dirait que ceux qui devraient être, pour ne pas faire un jeu de mots avec le concept là, de l'automobile, mais les personnes qui devraient être dans le siège du conducteur, dans la volonté de cette transition énergétique-là, devraient être les gouvernements, devraient être les compagnies pétrolières et non être des acteurs, encore une fois, et oui, être des organismes non gouvernementaux, par exemple. Ça ne devrait pas être ces personnes-là. C'est bien que ces personnes-là se rappellent et soient présents, parce que sinon, personne n'en parlerait, parce que les acteurs exact. qui devraient en parler présentement, malheureusement, ne sont pas ceux qui, en bon anglais, mènent le show. Donc, Exact. Faut faire preuve de leadership comme partout et c'est vrai que c'est pas évident en tout cas. exactement. Donc c'était première fois qu'on parle de cette transition énergétique-là. Encore une fois, on fera probablement d'autres épisodes. C'est un sujet qui est vraiment rempli, là, encore une fois, d'éléments super intéressants, mais également là, d'aspects qui peuvent amener certains débats, ce qui, encore une fois, va être une très belle introduction pour notre deuxième segment. Là, mais encore une fois, allez lire là-dessus là, et informez-vous. Là, c'est quand même super intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Et ça inclut, encore une fois, on l'a dit, plusieurs industries et plusieurs compagnies qui sont listées et qui sont très intéressantes à suivre également. Donc informez-vous là-dessus, bien évidemment, comme toujours. Donc, passons maintenant à notre deuxième segment et pour la première fois, le fameux place au débat. Parfait. Donc, le premier sujet qu'on veut vous faire aujourd'hui, vous allez le voir là, toujours en axe très politique-ish, mais encore une fois, surtout parler là, de l'impact sur l'économie et la finance, comme toujours, là, la trame centrale du podcast. On veut parler d'un sujet que Gab peut également maintenant là, parler davantage, vu que sa présence au Québec et au Canada date de plusieurs années déjà. Là, on peut vous parler de l'avenir du mouvement indépendantiste au Québec, quelque chose qui, encore une fois, a marqué et vous allez voir pourquoi là, une bonne partie de ma vie. Là, encore une fois, je suis québécois, né au Québec et je suis au Québec J'ai voyagé, mais je vis au Québec depuis le début de ma vie. Et c'est un sujet là, qui est générationnel et qui, pour certains de nos auditeurs outre-Atlantique, là, vont en entendre un peu moins parler, mais pour faire le comparable, là, quand on parle de la Catalogne, par exemple, c'est un peu la même situation Ou que le l'Écosse Québec aussi. vit. Ou Et l'Écosse l'Écosse aussi. aussi, d'une certaine manière Ouais. également. Donc, c'est un peu la même mentalité. C'est sur les mêmes fondements qu'on va pouvoir discuter de ça. Là. Mais officiellement, au Québec, pour vous faire l'introduction,
le mouvement indépendantiste a mené à 2 référendums dans l'histoire du Québec. Un en 1980 qui avait amené vers le oui, la position oui étant bien évidemment le fait de vouloir, dans ce cas-ci, quitter le Canada qui avait un pourcentage de 40,44 et le non en avait à l'époque 59,56. Et un deuxième en 1995 qui était très proche, le oui à 49,42 et le non à 50,58. Donc, ça a toujours été quelque chose qui était en évolution et qui, d'une certaine manière, en 95, était un peu au summum. Là, on était vraiment à l'apogée de dire, OK, ça n'a pas passé. Encore une fois, le non a quand même gagné, mais on était dans un contexte où le sujet était sur toutes les lèvres et la population était énormément divisée, comme le Québec ne l'est pas toujours. Et ça, pour vous en parler, souvent, la culture québécoise va être souvent fondée sur une unité. C'est très rare qu'on va avoir autant de scissions dans des opinions sur des grands sujets ou sur la politique en général au Québec. On est très peu politisé. Ça, Gab, tu me le mentionnes souvent, là, qu'on a moins la flamme politique que, par exemple, la France. Donc, officiellement, c'était à ce moment-là, en 95, où on est arrivé avec, et ça, certains vont l'avoir entendu, là, on avait Jacques Parizeau, qui était le premier ministre du Québec à l'époque, qui avait mentionné la défaite comme étant la raison, là, et la citation disait là, que le vote du non avait gagné par l'argent ou à cause de l'argent et des votes ethniques, qui était quand même quelque chose d'assez, on dirait pas ça maintenant, là, si on peut dire, là, c'était assez intense comme mention et certains vont mettre l'accent sur le fait que cette citation-là a été le premier grand trou dans le barrage qui était l'indépendantisme au Québec. Et de nos jours, et Gab, comme je dis, ça fait déjà quelques années que tu es au Québec, là, le mouvement, du moins dans la génération qu'on est, et ma génération, encore une fois, là, est très peu, n'a pas la même, ça bat de l'aile. Ça ne tient pas au même niveau. On a un peu cette mentalité-là va avoir disparu d'indépendantisme sans faire en sorte que la mentalité d'être québécois au sein du Canada ou d'être québécois et canadien reste présent, encore une fois, chez plusieurs personnes. Mais officiellement, on n'a pas cette même haine et cette même volonté de dire je suis québécois et non canadien. Il y a un peu plus d'eau dans notre vin, si on peut dire maintenant, où on considère qu'encore une fois, on a intérêt pour plusieurs d'être dans la position qu'on est maintenant. Ouais, et puis c'est un débat, si tu veux, la question de l'indépendantisme ou le souverainisme, comme on l'appelle ici, c'est un débat qui est aussi vieux que le Québec, en fait, hein, on pourrait le dire Mhm. comme ça. Hein. Tu sais, c'est pour vous redonner un peu, puis ça, c'est encore une fois le but de ce segment-là aujourd'hui, c'est aussi de faire une introduction parce que peut-être que nos auditeurs sont peut-être pas au courant, si tu veux, de ce débat, encore une fois, qui, je trouve, stérilise un peu le débat politique au Québec. Bon, ça, c'est mon opinion, encore une fois, là. Et si tu veux, c'est pour vous donner un peu une idée, c'est sûr que le Québec aujourd'hui est une province canadienne, c'est-à-dire que c'est comme un peu comme les États-Unis, le Canada est divisé en provinces et en territoires. Donc il y a 10 provinces et 3 territoires. Donc, les territoires sont similaires aux provinces. Donc c'est comme des États en fait. Donc Mais très dans les... peu peuplé. Là, c'est en fait 3 zones plus nordiques du Canada. Donc la exact, population est très faible. exactement, c'est des territoires souvent avec des minorités ethniques, comme par exemple les Inuits, par exemple au Nunavut, dans le territoire du Nunavut. Qui vivent là-dedans. Donc, si tu veux, le Québec est vraiment, si tu veux, la deuxième province, si tu veux, en termes de population. C'est aussi la seule province qui a le statut, qui a seulement le français comme langue officielle. Et c'est vraiment, je te dirais, l'essence même, si tu veux, du débat, en fait, sur la citoyenne, l'indépendantisme québécois, c'est évidemment la question de la langue, si tu veux. Et c'est, comment dire, c'est vraiment cette question-là, si tu veux, qui est aussi vieille que l'histoire, en fait, de la Nouvelle-France, puisque quand les colons français sont arrivés en Nouvelle-France, bah, si tu veux, évidemment, la langue, évidemment, qui était parlée, surtout dans la ville de Québec, puis ensuite à Montréal, puis dans la plupart des avant-postes français, bah, c'était le français, bien évidemment. C'est sûr que si tu veux, la défaite de l'armée française dans la bataille des plaines d'Abraham, disons, qui a mis fin, si tu veux, à la Nouvelle-France telle qu'on la connaissait. Si tu veux, on aurait pu penser, si tu veux, que le français allait disparaître complètement. Pas du tout. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que justement, les Anglais ont laissé, si tu veux, les francophones, si tu veux, continuer à parler leur langue. Ils leur ont garanti des droits, si tu veux, dans cet État qu'on appelait le Bas-Canada à l'époque. Garder évidemment leur langue, telle que, en l'occurrence, le français, et le droit de pratiquer leur religion, qui était, il faut rappeler, les Français étaient catholiques alors que les Anglais étaient protestants. Donc, si tu veux, c'est vraiment la question centrale. Et si tu veux, Exact. Il faut évidemment, quand même noter d'ailleurs ce point important à noter, puis encore une fois, nos auditeurs québécois pourront vouloir le mentionner, là, mais ça s'est fait quand même sur une période historique où
l'assimilation des Français par les Anglais était quand même le fondement d'à peu près chaque politique qui était imposée par les nouveaux propriétaires, si on peut dire, de la terre qui était le Canada qu'on connaît maintenant, avait quand même l'axe. Les Anglais voulaient, dans la mesure du possible, rendre ça de manière le plus, en bon anglais, le smooth possible, mais transformer. Idéalement, les Oui. Canadiens français auraient commencé à adopter l'anglais. Il y avait des politiques qui avaient quand même été mises de manière progressive avant, comme tu l'as dit, la prise réelle de conscience lors surtout de l'implantation du fameux Canada en entier, que, OK, oui, parfait, vous pouvez conserver votre langue et votre religion, mais c'était pas c'était pas les intentions préalables, c'était pas Non. les intentions initiales. Il y a eu des clashs énormes, 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 encore une fois, dans l'histoire du Québec et du Canada liés à cette logique-là, de cette assimilation indirecte ou passive. Oui, puis c'est en fait la question, si tu veux, quand même de l'indépendantisme a commencé à se poser, en fait, la question plutôt dans les années 60, en fait. Pendant Mhm. très longtemps, le Québec a été, je te dirais, oui, un peuple qui avait le droit de parler sa propre langue, mais les francophones ont été très longtemps aussi très méprisés, il faut avouer, par la société, on va dire, anglophone, qui pour le coup avait des moyens financiers aussi plus élevés, si tu veux, qui évidemment bénéficiaient beaucoup plus, si tu veux, comment dire, de l'économie, en fait, de manière générale, avec la possibilité, si tu veux, de pouvoir commercer aussi avec les États-Unis. Donc, notamment la province de l'Ontario, qui est notre voisin à l'ouest, si tu veux, est devenue d'ailleurs la province la plus riche, si tu veux, en termes de population, puis en termes de PIB aussi. Et le Québec, les Canadiens français étaient quand même soit un peuple très rural, soit des peuples justement dans les grandes villes, donc comme par exemple Montréal. C'était une population très ouvrière, si tu veux, qui était peu éduquée, si tu veux. Et dans les années 60, il y a eu la fameuse Révolution tranquille, si tu veux, qui est un peu pour moi le tournant, si tu veux, de la question, si tu veux, de l'avenir de ce pays, en fait, de cette société. La Révolution tranquille, c'est un peu l'équivalent des 30 glorieux, si tu veux, pour nos auditeurs français. Donc, c'est là où, si tu veux, le Québec s'est doté, si tu veux, d'une grille électrique. Je pense que ça, c'est vraiment un des armes, si tu veux, Mhm. et c'est une très grande fierté aussi pour beaucoup de gens ici. Et ça, c'est quelque chose que j'ai noté. Le fait d'avoir une compagnie nationale d'électrique 100% verte, si tu veux. D'ailleurs, ça fait du lien avec notre première partie, hein, comme Absolument. tu vois. Euh, c'est vrai que c'est dans cette période-là où, si tu veux, l'idée, si tu veux, d'un Québec indépendant a commencé à faire son chemin, si tu veux, de dire, bon, bah, cette société francophone, elle est capable non seulement de construire des universités, d'investir dans son énergie, d'investir, si tu veux, dans sa langue. On a parlé, bien évidemment, le développement, évidemment, par exemple, le développement, si tu veux, encore une fois, de l'énergie, si tu veux, et puis de politique, si tu veux, qui sont centrées sur la province du Québec. Le fait d'avoir un gouvernement aussi qui soit très autonome sur beaucoup de sujets a permis, si tu veux, de se développer aussi cette idée-là. Là. Exact. Et puis, tu vois, on peut peut-être aborder encore une fois les mentalités qui étaient mises de l'avant parce que, bon, oui, le débat du oui et du non était sur, comme le veut toute forme de référendum ou de réflexion de référendum à travers le monde, comme on l'a dit en Catalogne, etc., est un amoncellement d'aspects sociaux, d'aspects culturels, etc. Donc, c'est sûr qu'on peut mettre ça un peu de côté, là. Bien évidemment, là, il y a quand même des logiques assez claires sur pourquoi est-ce que certaines personnes au Québec étaient vraiment pour le oui, pour le camp du oui. Là, encore une fois, on l'a dit, la culture était quand même assez distincte par les origines plus françaises du Québec, la langue, etc. Donc, on va mettre ça de côté, mais mettons un peu plus de topo sur l'opposition du oui et du non. Encore une fois, au niveau de l'aspect, c'est peut-être plus financier et économique, parce qu'il y avait plusieurs points très intéressants qui avaient été soulevés à l'époque, qui nous amènent encore une fois à dire est-ce que on avait avantage à rester au sein d'un Canada qui était progressivement et qui l'est encore maintenant une puissance mondiale, qui a des avantages, encore une fois, en tant qu'entité complète, alors que le Québec serait devenu une entité d'à peu près 8 millions d'habitants, avec, encore une fois, une économie très centrée sur le service, encore une fois, l'intérêt d'être dans la collectivité. Donc, l'opposition venait, entre autres, et ça, tu pourras en parler, je sais que Gab, t'aimes bien cet aspect-là, là, mais tout ce qui parlait, entre autres, les impôts et la logique du marché, comme on l'a dit, là, des marchés internationaux. C'est peut-être les deux points plus financiers et économiques qui étaient pris en considération, encore une fois, parce que dans le système canadien, on va payer des impôts à deux places. On va payer des impôts au Canada et on va payer des impôts au Québec. Certains mentionnaient le fait que c'était favorable, donc le non, et certains mentionnaient qu'au contraire, on devrait se limiter uniquement à payer au Québec, donc le fameux oui, pour encore une fois, un, que ça coûte moins cher pour les habitants, et deux, qu'on bénéficie encore une fois de services uniquement axés sur la province. Donc il y avait ces aspects-là qui étaient clés, il y avait certains points qui avaient été mis au niveau des PME, développés. Il y avait le clash également sur est-ce que le Québec a une expertise qui est suffisante dans certaines industries qui rendrait
des échanges internationaux entre le Canada et le Québec et les États-Unis et le Québec, parce qu'on sera encore une fois maintenant partenaire du Canada et partenaire des États-Unis. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à faire affaire avec le Québec ou est-ce que le Québec deviendrait un peu une zone économique un peu perdue qui serait vraiment axée sur un déficit là, de la fameuse balance là, du commerce international ou du commerce qu'on ferait qui serait toujours axé sur ben, on importerait, mais on n'aurait rien à exporter, on n'aurait rien de réellement intéressant à exporter au-delà, comme tu l'as dit, de l'hydroélectricité, par exemple, qu'on peut exporter, mais avec des bonnes vieilles lignes physiques, là, ce qui fait en sorte que c'est limité jusqu'où on peut rendre notre magnifique hydroélectricité. Donc, il y avait beaucoup ces aspects-là. Le fait de dire, est-ce qu'en quittant le Canada, est-ce qu'on est plus du côté oui ou non le Québec va conserver sa pertinence, le Québec va pouvoir se développer davantage, il va pouvoir croître, encore une fois, sur l'échiquier mondial à un rythme qui est plus élevé qu'en étant, encore une fois, un membre, comme on l'est toujours, du Canada. Et je crois que c'est un des points pour des personnes comme nous qui ont étudié en finance et pour la génération qu'on fait partie également, qui a amené un peu le sujet à tomber un peu de côté. Parce que les analyses et plusieurs personnes qui connaissent le débat des économistes, etc., vont montrer des éléments sans partisanerie qui prouvaient qu'en réalité, le Québec bénéficie beaucoup de la Fédération canadienne et n'aurait pas la capacité, encore une fois, de se développer au même rythme qu'on le fait présentement avec certaines industries qui se développent très bien, dont les techs, par exemple, n'aurait pas la capacité de se développer sans, encore une fois, l'apport financier de d'autres provinces, avec le système que tu pourras peut-être faire un point là-dessus, Gab, le système de péréquation entre les C'est ce que provinces. j'allais te mentionner, effectivement. Ouais. Et également, au-delà de ça, aussi la mentalité de la politique d'immigration canadienne qui est axée, et tu en fais partie, Gab, sur l'arrivée de talents au Québec, qui serait peut-être, Merci. le Québec serait peut-être pas un territoire qui aurait encore un intérêt pour des talents et des cerveaux internationaux de venir s'installer ici, de venir contribuer, encore une fois, à des développements d'industrie dont je l'ai mentionné à nouveau les techs, mais le Québec a une forte mentalité et un fort intérêt pour les technologies, mais l'expertise externe apporte vraiment un développement vitesse grand V au niveau du Québec et en faire, encore une fois, un pôle très important à l'échelle internationale. Oui, puis je dois t'avouer, c'est vrai que il y a beaucoup de questions, effectivement, qui se mettaient évidemment en jeu. On en a parlé quand l'Écosse voulait être indépendante, les questions, par exemple, au niveau de l'Union européenne, est-ce qu'on devait se rapprocher ou s'éloigner, si tu veux, bah, la même chose se pose hein, dans ce débat, si tu veux, sur l'indépendance. Moi, il y a tu l'as bien mentionné, JP, la question de la péréquation, je trouvais l'une des plus importantes. La péréquation pour nos auditeurs français aussi, ça c'est super intéressant, c'est qu'au niveau comme c'est un État fédéral, le Canada, bah, chaque province, en fait, il y a des transferts, si tu veux, d'argent en fait entre provinces. C'est-à-dire que le Québécois pourrait payer, par exemple, pour une personne qui se trouve, par exemple, en Nouvelle-Écosse, qui est une province qui est beaucoup plus dans l'Est, donc qui touche l'océan Atlantique. Et si tu veux, ça c'est quelque chose, si tu veux, qui a rendu fou les indépendantistes de se dire bah non, non, on veut effectivement être maître de notre propre destin, et payer, dépenser à Québec ce qui doit être consommé à Québec. C'est un peu la question, effectivement, et le fait que le Québec a quand même, faut avouer, pas mal profité de la péréquation, surtout jusqu'en 2000, dans les années 2010 2000, à 2015. Si tu veux, c'est une province si tu veux, qui avait un déficit budgétaire aussi importante. Pour te donner aussi un chiffre, je crois que et ça, malheureusement, c'est sûr que les rares données nous sont données souvent par les partis indépendantistes aussi. Donc, on fait partie particulièrement le Parti québécois, donc, qui est surnommé le PQ, son petit acronyme. Mm-hmm. Le PQ, de ce que j'avais vu en 2014, on nous disait que le Québec aurait été le 27e pays le plus riche au monde en PIB. Si tu veux. En revanche, ce serait l'un des pays les plus endettés aussi au monde, avec un endettement qui serait proche. Alors, encore une fois, c'était en 2014. Donc, souvenez-vous, il n'y avait pas eu, évidemment, il y a des années d'endettement qui sont passées, qui étaient à l'époque de 97%. Donc, ce qui aurait fait le quatrième État le plus endetté parmi comment dire, les 50 plus grandes puissances, si tu veux. Donc, ça serait quand même un point inquiétant, quand même, qui sera à prendre en considération. Et c'est sûr que l'endettement aussi pose question. Est-ce qu'on récupérait une portion de la dette canadienne, étant donné qu'on a été déficitaire? C'est sûr que ça, c'est une question qui est aussi assez complexe. En somme toute, normalement, on serait censé récupérer effectivement une portion de la dette fédérale canadienne. Donc, on récupérerait, si tu veux, un fardeau financier qui est assez important. Puis je trouve au niveau du point culturel aussi, c'est vrai que la question, si tu veux, du Québec, c'est de protéger aussi sa langue. On entend, c'est un argument qui est très important, je pense. Moi-même qui viens de l'extérieur, qui est habité, qui est un immigrant, on
on va pas se leurrer là-dessus. Euh, c'est quelque chose qui est pris en considération énormément. Québec veut vraiment avoir cette idée de protéger, si tu veux, sa langue et sa culture francophone. Et c'est vrai que moi, je trouve que cette politique peut-être du repli sur soi, elle peut être néfaste, si tu veux, sur le long terme. Le plus marquant, si tu veux, c'est que l'idée, c'est que tu l'as bien dit, par exemple, des entreprises de nouvelles technologies, toute la réglementation, si tu veux, sur le français, etc., donc, notamment la fameuse loi 101, qui s'appelle Mhm. la charte de la langue française, eh ben, ça, elle complexifie énormément les relations de travail ici, tu vois. L'implémentation de cette charte est nécessaire, si tu veux, parce que pour donner une structure juridique, si tu veux, à la place du français, si tu veux, comme langue prédominante dans la société québécoise, mais elle crée énormément de tensions, si tu veux. Par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui refusent de s'installer au Québec justement parce que toute cette réglementation au niveau de la province complexifie tout. Exemple le plus marquant que j'ai, il y a quelques jours, je voulais m'abonner à Spotify, par exemple, avec la version étudiante. Et si tu veux, ça, ce n'est pas disponible parce que tu as des lois, si tu veux, qui sont spécifiques, si tu veux, au Québec au niveau de la langue française, donc le fait que tous les contrats doivent être écrits en français en premier, et certaines entreprises refusent tout simplement parce que ça coûte trop cher, si tu veux, de tout traduire. Et c'est toutes des questions, si tu veux, que malheureusement, cette question du repli sur soi peut être très néfaste. Autre problème, c'est sûr qu'il faudrait aussi renégocier si tu veux, des traités commerciaux avec Absolument. le Canada, les Dans une États-Unis. position beaucoup moins pertinente, bien évidemment, là, qu'on l'est maintenant en tant que partie prenante du Canada. Donc, c'est sûr que ça serait un point clé, là. Puis, Et puis au niveau de des douanes, si tu veux, comme le Canada deviendra un pays fractionné en plusieurs pays, tu sais, en plusieurs parties, donc tu veux, par exemple, la Nouvelle-Écosse serait complètement séparée du reste du Canada, ça mhm. poserait des questions au niveau des tarifs douaniers, des normes environnementales, des Absolument. On normes... peut même parler de devises, de certaine manière également. Est-ce que Oui, l'adoption d'une devise indépendante, l'adoption du dollar canadien, qui, comme vous le savez, n'a pas la même pertinence que le dollar américain, l'adoption du dollar américain, il y a quand même beaucoup de questions et c'est, comme on l'a dit, il y a eu plusieurs aspects de ce débat-là qui ont fait, encore une fois, en sorte que les deux référendums n'ont pas été du côté du oui et qui font, encore une fois, maintenant en sorte que la société québécoise vit très bien avec beaucoup moins de clash qu'il y a de cela, encore une fois, le 25-30 ans, là. Donc, on se retrouve dans une position, puis pour vous faire un constat un peu d'où on en est, là, on se retrouve dans une position, comme on l'a dit, où la nouvelle génération, et on en fait partie, sont beaucoup moins tu sais, à fleur de peau sur le débat, là, sont beaucoup plus axés sur le fait de dire qu'on est très bien dans la situation actuelle, qui fait en sorte que le Québec en tant que tel, et ça c'est un point clé à mentionner, reste encore une fois partie prenante du Canada, bien évidemment, a de plus en plus la mention comme étant une nation, et c'est souvent quelque chose qui est, même au niveau du gouvernement fédéral, mentionné. Donc, étant donné que la culture et la langue première du Québec est différente, le Québec peut être présenté comme étant une nation au sein du Canada, donc qui est une terminologie, encore une fois, qui passe quand même de manière assez générale au Québec, bien évidemment, et aussi, et ça c'est un point clé, le fait que la province de Québec est représentée vers un parti, un peu comme l'Écosse également, il faut le dire, là, mais au sein du gouvernement fédéral canadien, il y a ce qu'on appelle le Bloc québécois, qui est un parti uniquement au Québec, qui a des députés qui siègent dans la Chambre, encore une fois, du gouvernement fédéral canadien et qui sont, encore une fois, uniquement pour les intérêts du Québec, ce qui n'est pas le cas pour aucune autre province, encore une fois, au Canada. Donc, on a, encore une fois, un mécanisme et un peu un juste milieu. Encore une fois, c'est le place au débat, puis le but est encore une fois de laisser libre cours là, à différents avis, mais on se retrouve dans un statu quo qui, encore une fois, permet présentement au Québec d'avoir un essor économique qui se porte très bien, d'avoir, encore une fois, la capacité de légiférer pour protéger sa culture et sa langue, qui, bon, certains vont dire, reste déficiente, mais qui, encore une fois, est amplement adéquat parce qu'on parle encore français au Québec et on a encore la capacité de discuter en français au sein d'un pays, encore une fois, qui reste une puissance et qui reste, encore une fois, c'est pas comme si on voulait devenir indépendant d'un pays qui était mal vu sur l'échiquier mondial. On fait partie du Canada, qui est une nationalité qui est très bonne à avoir, encore une fois, et qui, encore une fois, maintient une pertinence en tant que quantité complète. Et, comme tu l'as dit, Gab, le Québec est la deuxième province la plus populeuse au Canada en termes démographiques, ce qui fait en sorte que l'importance du Québec et l'importance des intérêts du Québec dans à peu près tout ce qui se passe au niveau fédéral reste quand même centrale et on le mentionne souvent. Justin Trudeau, qui est quelqu'un qui est très axé sur l'aspect fédéral et le premier ministre du Canada depuis déjà plusieurs années, et il est né à Montréal, il est francophone comme première langue, donc il représente un peu définition même de la mentalité présentement peut-être de la majorité des Québécois
qui est le fait de dire, on se porte très bien dans le statu quo qu'on est présentement et on en ressort gagnant, comme tu l'as dit, à ne pas s'embarquer dans tous les débats que le oui, dire on voudrait être indépendant pourrait amener autant au niveau culturel, au niveau social et bien évidemment au niveau économique et financier. Donc, c'est un peu le débat. Encore une fois, le oui ou le non, sans se mouiller, là, vous avez peut-être vu au niveau de la manière dont on a présenté l'opinion. Encore une fois, Gab étant de l'extérieur, c'est sûr que tu vas pas, que ton opinion allait quand même transparaître et le mien, je crois, a transparu également. Encore une fois, on vous laisse vous faire votre opinion, c'est toujours ça le but. Et encore une fois, pour nos auditeurs outre-Atlantique, c'est quelque chose qui est assez intéressant. On a parlé à plusieurs personnes qui étaient français, justement, qui arrivaient au Québec et cet aspect-là, encore une fois, bien évidemment, n'est pas beaucoup parlé en France. C'est quelque chose qui est très loin de l'intérêt français que cet aspect-là. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir cette logique-là en tête, surtout pour les personnes qui voudraient venir passer quelques temps au Canada ou au Québec. C'est quelque chose qui est quand même assez important à savoir, mais que quand on vit dans la vie de tous les jours, c'est très difficile de le voir parce que, comme on l'a dit, le Québec a une espèce de tabou au fait de parler de politique Ah dans ouais, la vie de ouais. tous les jours. C'est quelque chose d'assez notoire et j'en fais partie. J'ai des opinions politiques, mais j'aime mieux pas les partager. Et encore une fois, le vivre ensemble et la situation actuelle me satisfait amplement. Donc, on n'est pas très, C'est vrai. très axé là-dessus. C'est vrai que, et puis je pense qu'on finira là-dessus, mais c'est vrai que les derniers résultats électoraux des péquistes, donc le Parti québécois, c'est assez navrant. On passe en 80, en 95, en 94, c'était des années d'avant où il y avait eu l'élection générale. On passait de 77 députés. Aujourd'hui, ils en ont que 10, si tu veux. Exact. Et c'est de mal en pis, hein. Chaque année, on les voit se prendre des vestes électorales, là, vraiment. Je pense pas que l'idée, si tu veux, de l'indépendantisme, en gros, complètement disparu, mais on est, je pense, passé beaucoup plus sur une situation où on parle beaucoup plus d'autonomisme, si tu veux, d'où Absolument. De la c'est fierté culturelle et de l'histoire du Québec, mais dans un Canada, encore une fois, bien établi. Je pense que c'est un peu le discours un bah, peu de in notre between. Ouais, exact de notre premier ministre actuel. absolument. Il joue un peu sur les deux chaises et je trouve que finalement, en fait, j'ai l'impression que tout le monde est convaincu, en fait. C'est que finalement, en fait, t'es pas fondamentalement, si tu veux, indépendantiste, souverainiste, et comme on peut le voir, si tu veux, c'est-à-dire de complètement couper les liens, mais tu es quand même dans une dire, bon, bah écoutez, quand même pour le business, puis plus généralement pour le contexte des affaires d'un point de vue macro, bah là, on va défendre effectivement une vision pan-canadienne, si tu veux, où bah, oui, on n'est pas obligé d'avoir tous des points communs avec son. C'est comme aujourd'hui un Breton et quelqu'un qui habite en région PACA, c'est quelqu'un qui habite dans le sud de la France. Euh, on partage le même pays, si tu veux, mais on fait des affaires évidemment ensemble. Pas du Euh, tout les mêmes intérêts. mais on n'a pas on n'a pas la même cadre de vie, si tu veux, ou quelqu'un qui a un Auvergnat et quelqu'un qui est du Nord-Pas-de-Calais, si tu veux, on n'a pas c'est pas la même vie, etc. Et je pense que cette idée, je pense, du régionalisme, j'ai l'impression que convainc en fait à peu près tout le monde et évite de tomber, si tu veux, dans une politique qui est assez stérile, qui est de dire soit oui, soit non, et que finalement, on se retrouve à avoir très peu de débats de fond sur d'autres sujets qui peuvent être intéressants. On en a parlé, avec Mhm. encore une fois la transition énergétique, mais c'est pas la seule chose. Hein, la question encore une fois de la défense du français, la question évidemment de l'éducation, de la santé, etc., qui pour le coup sont des thèmes qui moi me paraissent beaucoup plus pertinents en date, surtout en ce moment. Exact, mais qui sont mis souvent en second plan au Québec. Donc c'était le premier place au débat. Là. Encore une fois, c'est un peu le but. Là, on va parler encore une fois de la situation. Ça va être intéressant. On pourra parler de la Catalogne. Effectivement, c'est un autre beau sujet, de l'Écosse et également, comme on l'a dit, de certains régimes là, pour tomber plus en détail sur l'impact financier et économique de l'aspect politique de certains pays, de certaines zones géographiques qui nous intéressent beaucoup. Ça va être officiellement la fin là, de ce premier épisode de la saison 3. Là. Donc, merci à nouveau pour vos écoutes. Donc, très content de, encore une fois, être toujours aussi continu. Donc, déjà un an, comme on l'a dit dans le cadre du dernier podcast, là, mais toujours content de reprendre ça en force et de se maintenir toujours la même logique, un podcast par semaine et laisser vos commentaires. Comme toujours, on aime bien les lire toujours. Et je vous remercie à mon nom, Gab. Je vais te laisser faire le petit mot de la fin là, de ce premier épisode du podcast pour la saison 3. Bah, merci encore une fois, puis on vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas, partagez notre contenu si ça vous a plu, likez évidemment la vidéo sur YouTube, ça nous permet d'être mieux référencés. Vous pouvez toujours partager, n'oubliez pas, on est présent sur toutes les plateformes, donc Spotify, Apple Podcast,
Overcast, j'en oublie, j'oublie à chaque fois, là, mais il y en a tellement. Il n'y en a Euh, presque pas une, en fait, parmi les principales où on n'est pas disponible en tout temps, encore une fois, et selon, encore une fois, la j'oubliais, plateforme qui vous convient le plus. j'oubliais Google Podcast aussi, donc oubliez pas. Et en tout cas, moi, pour encore une fois, je vous souhaite une très belle semaine à tous et à la prochaine. Très belle semaine. Au revoir.